Ondine Delaunay, je dirige les rédactions LJA, l'aide des juristes d'affaires, Droit et patrimoine et magazine Next Step. Quand on est avocat, on a la tête dans le guidon et son métier, c'est pas la com. Donc trouver son bon positionnement marketing, c'est un métier. Avant d'envoyer son communiqué de presse ou son message à un journaliste, il faut l'appeler. Il faut l'appeler pour comprendre comment le titre fonctionne, parce qu'en fait, c'est trop dommage. Quand tu crées ton cabinet et que t'envoies à toute la presse ton communiqué de presse et que après la LGA te dit « mais en fait, tu m'as pas gardé l'exclu, donc je peux pas te publier », c'est super dommage. Enchanté Ondine. Bonjour Louis. Je suis très content de t'avoir. J'avais à cœur de faire un épisode sur la relation presse. Donc nous, on est une agence qui fait de la communication pour les cabinets, mais plus côté site internet. Et il y a plein d'autres aspects de la communication dont on ne traite pas. Et d'un autre côté, je voyais que les cabinets d'avocats n'avaient pas tous la même appétence pour la relation presse et tout le monde ne travaillait pas aussi bien avec la presse. Et j'avais à cœur d'avoir quelqu'un qui était là depuis super longtemps sur le secteur. Je t'ai envoyé un mot sur LinkedIn, j'ai eu la chance, tu m'as répondu et ça t'a... je pense peut-être étonné le fait que je propose une interview, je sais pas. J'ai pas l'habitude d'être interviewée, c'est clair. Et du coup, te voilà ici pour parler un peu de ton parcours, parce que c'est intéressant, tu as un sacré background, et l'idée c'est un peu qu'on revienne dessus, mais aussi qu'on parle un petit peu de comment on communique en tant qu'avocat, avec les médias, avec la presse. L'idée c'est aussi que ça te fasse gagner du temps, comme ça les gens qui regardent cet épisode ils pourront bien travailler avec toi. Et l'idée c'est aussi que ça fluidifie un petit peu les choses. Avec Je te laisse te présenter, et puis après j'ai une bonne dizaine de questions. Je tournerai à l'intérieur. Ok, alors moi je suis donc Ondine Delaunay, je dirige les rédactions LJA, l'aide des juristes d'affaires, Droit et patrimoine et magazine Next Step. Ce sont 3 magazines différents avec des cibles différentes. La LJA, c'est donc pour les avocats d'affaires et les directions juridiques. Ça fait le lien entre l'avocat et la direction juridique. Ça anime une communauté des professions juridiques, droit des affaires au sens large du terme. Droit et patrimoine, c'est un magazine doctrinal qui s'adresse aux universitaires, aux doctorants, aux notaires et aux professions plus largement du patrimoine. Donc il y a un hebdo et il y a un mensuel. C'est un magazine qui est surtout avec des articles conséquents écrits par des profs de droit et des universitaires et de plus en plus des notaires. Et enfin, Next Step, le magazine Next Step, qui est un magazine qui paraît 4 fois par an et qui est ciblé sur les dirigeants d'entreprise, que ce soit grandes entreprises, ETI et PME. Et on leur parle sur 4 sujets, le private equity, le M&A, le restructuring et la gouvernance. Et c'est vraiment un magazine de storytelling, de belles entreprises. On raconte les belles entreprises qui se sont créées, comment elles se sont créées, comment elles se sont restructurées, comment elles ont ouvert leur capital, fait entrer un fonds, etc. Ok, très clair. Comment tu articules tout ça ? C'est quoi un peu les équipes, qu'on se rende un peu compte ? Alors, on a une équipe, une rédaction avec des journalistes qui interviennent qui sont susceptibles d'intervenir sur tous les supports. Et pour moi, c'est hyper important que ce soit des journalistes qui soient capables d'écrire et de parler à des avocats d'affaires, à des juristes, à des notaires. Et en plus, ça leur permet d'avoir une ouverture d'esprit qu'il n'y a pas forcément dans les autres rédactions. Et puis, j'ai des pigistes, bien sûr, qui sont spécialisés dans chacun des supports, pour chacun des supports, et qui font partie de l'équipe, bien entendu, et avec qui je parle quotidiennement. Ok. Alors moi, j'avais quand j'avais prévu un petit peu des questions, et je me suis demandé, déjà, pour comprendre un peu comment travailler avec vous, j'imagine qu'il faut comprendre comment un média comme ça fonctionne et survit, parce que ça coûte de l'argent de faire tout ça. Et comment tu finances des médias comme ça, sachant que tu en as plusieurs, donc ça va être intéressant, le côté positionnement, etc. Comment ça fonctionne ? Comment vous arrivez à vous rémunérer ? Et l'idée, c'est un peu de comprendre comment derrière
la personne, l'avocat ou enfin en l'occurrence ici l'avocat, doit se positionner par rapport à vous pour que derrière il puisse travailler avec vous de la manière la plus efficiente possible? Alors, on ne fonctionne pas de la même façon sur tous les magazines. Encore une fois, c'est de la presse spécialisée. Donc, on n'a pas les mêmes modèles que la presse généraliste, très clairement. La presse spécialisée, ça fonctionne, et notamment la LJA, puisque je pense que c'est de ça dont on va parler principalement. La LJA, ça fonctionne sur abonnement. Donc, si tu n'es pas abonné, déjà, tu ne peux pas écrire, très clairement. On envoie une newsletter et on envoie un PDF donc tous les vendredis matins à 10h et en plus il y a un mensuel donc on vit sur cet abonnement. Et on vit également sur les tables rondes qu'on organise. Okay. On vit également sur les interviews qu'on propose. C'est-à-dire qu'on propose des thématiques aux avocats ou aux directions juridiques qu'on cible au préalable. Et ils nous soutiennent pour faire l'interview. Et après, c'est la rédaction qui mène l'interview. Avec les questions de la rédaction, okay. Avec possibilité, bien sûr, de relire avant publication. Voilà. Ok, très clair. Et du coup, pour un peu parler direct d'actualité, aujourd'hui, là, en ce moment, c'est quoi un petit peu les thèmes que vous essayez d'aborder au maximum, surtout sur la LJA? Alors, la LJA, c'est un magazine communautaire. Donc, on fait des articles sur ce qui relie les avocats et les clients. Donc en ce moment, forcément, on a cette semaine, par exemple, on parle beaucoup des arrêts de la Cour d'appel du 18 juin dans les affaires Total Énergie et EDF. Et clairement, c'est la loi sur le devoir de vigilance. Toutes les directions juridiques en parlent cette semaine. Alors voilà, dans la lettre d'aujourd'hui, il y a un décryptage des décisions. C'est aussi de la mise en avant sur les deals qui ont été conclus récemment avec les noms des avocats. C'est important pour les clients de savoir qui sont les clients de leur potentiel conseil. Ça permet pour eux de faire le tri éventuellement par rapport à leur conflit d'intérêts. Ouais. Donc ce n'est pas que de l'ego d'avocat en fait, ces deals. C'est également un outil de travail pour les clients. Et puis, bien sûr, le carnet, parce que le mercato dans les cabinets d'avocats d'affaires est hyper important. Et donc, on publie tous les mouvements des associés dans la LJA. Et ça, c'est, par exemple, typiquement, quand vous publiez autour de ce mercato, etc., vous le faites de manière... c'est eux qui vous envoient un mot ou justement, vous savez plus ou moins, enfin vous avez, j'imagine, des oreilles partout, et c'est le principe d'un média qui est installé depuis des années. Comment ça se passe ? Alors, la LJA, on publie que des articles en avant-première, que des infos en avant-première. Donc, pour les deals ou le carnet, si on n'a pas l'info en avant-première, on ne la reprend pas. Le deal, c'est très clair avec les avocats. Le principe, c'est qu'ils m'appellent en amont. Il me donne les infos en amont. Je suis très, très, très favorable au off et je sais garder la confidentialité quand il le faut. Quand moi, j'ai une info sur un mouvement ou même sur un deal, j'appelle en amont et je choisis la date de publication avec eux. C'est-à-dire que je ne vais pas publier des rumeurs qui n'ont pas été vérifiées. Et ça, c'est très, très, très important. L'avocat est toujours au courant de ce que je vais publier. Et je vérifie toujours les infos et on choisit la date de publication. C'est-à-dire quand je fais fuiter une info, clairement, l'avocat est au courant, le cabinet est au courant. Ok, génial. Mais c'est intéressant parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeunes avocats, ils ne savent pas du tout comment ça se passe. Non, c'est sûr. J'en parle avec plein de gens et ils disent, je sais pas, je vais tenter d'envoyer un mail là et là. Mais en fait, moi le premier, je me dis, mais moi j'aurais tenté aussi. Mais il y en a plein qui n'ont pas cette appétence pour le lancer, quoi. Et il y en a plein qui se disent, en fait, il y a pas mal de presse juridique aujourd'hui, et donc je vais envoyer mon communiqué de presse en
en pensant que avec un peu de chance, ce sera repris quelque part. Sauf qu'il y a des codes dans la presse juridique et donc faut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que avant d'envoyer son communiqué de presse ou son message à un journaliste, il faut l'appeler. Il faut l'appeler pour comprendre comment le titre fonctionne, parce qu'en fait, c'est trop dommage. Quand tu crées ton cabinet et que t'envoies à toute la presse ton communiqué de presse et que après la LGA te dit mais en fait, tu m'as pas gardé l'exclu, donc je peux pas te publier, c'est super dommage. Parce que derrière, tu loupes une grosse publication et tu loupes un gros réseau social. Parce que tous nos articles sont ensuite diffusés sur les réseaux sociaux. Et c'est la plus grosse communauté en droit des affaires. Et c'est bon à savoir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Parce que j'imagine qu'ils vont, si on le dit comme ça, moi l'impression que ça me donne, c'est il y aura que la LGA qui va le publier, mais en fait, une fois que toi tu le publies, les autres reprennent. Le font. Voilà. Déjà, donc, en fait, déjà le monde du droit, c'est un gros coup de marteau qui résonne après. Exactement. Derrière. Ouais, le monde du droit, de toute façon, il publie tous les communiqués de presse. Et en fait, le reste de la presse. Plus souvent. Sans doute, mais le reste de la presse reprend derrière. Ouais. C'est juste que moi, j'ai imposé d'être la première. Voilà. C'est le privilège de l'âge, je pense. Non, mais c'est comme ça. La LGA doit être le premier. Et du coup, pour parler un petit peu justement de cet accompagnement, qu'est-ce que tu remarques comment on facilite un peu le travail pour travailler avec vous ? Quels sont les codes, comment on rédige finalement un communiqué de presse. J'imagine qu'il y en a qui t'envoient des pavés de fou, il y en a d'autres qui t'envoient 2 lignes. En fait, il y a 2 choses. Il y a les cabinets qui sont accompagnés par des agences, où là, les choses sont plutôt... le travail est préparé, etc. Et puis les agences, en moyenne, on les connaît. Et il y a les avocats qui décident d'y aller tout seuls et d'écrire eux-mêmes leur communiqué de presse. Honnêtement, ce que je conseille pas. Mais dans tous les cas, comme on travaille avec nous, on nous appelle, que ce soit les journalistes de ma rédaction ou moi. Et puis encore une fois, ensuite, on choisit ensemble la date de publication. Et puis moi, je leur donne des tips sur quelles sont les infos dont j'ai besoin pour rédiger un carnet ou éventuellement faire un interview pour mettre... parce que je considère que c'est un mouvement important et que ça mérite de faire un coup de projecteur ou une. Encore une fois, il n'y a pas que les cabinets installés qui peuvent faire la une de la LJA. C'est pas parce qu'on est une firme internationale qu'on aura la une. Au contraire, moi, j'aime beaucoup aider les cabinets qui se créent. Et je trouve que c'est totalement mérité. Quand j'ai commencé, on m'a mis le pied à l'étrier. Et franchement, je trouve ça normal, quand on crée un cabinet, que la presse puisse aider pour faire un petit peu de com'. Voilà. Génial. Donc, faut pas hésiter à appeler. Et c'est comme ça que dans cette communauté juridique, il faut se comporter, à mon sens. On est l'animateur de la communauté. Donc, utilisez-nous, venez nous chercher, parlez avec nous. J'aime beaucoup rencontrer du monde. Et il faut pas... mon téléphone, tout le monde l'a. Donc, il n'est pas compliqué à trouver. Je me demandais... si vous êtes avocat, normalement, vous êtes en 2... J'imagine c'est un peu comme... on est à 7 relations d'Obama. À mon avis, vous êtes à 2 relations d'Obama. Sans doute, je sais pas. Ok. Et est-ce que tu as un peu un retour sur ce que ça apporte finalement ? Est-ce que derrière, tu as souvent déjà des premiers clients ? Est-ce que le fait d'être publié sur le site, etc., ça apporte du trafic au fur et à mesure pour leur site ? Est-ce que tu arrives à avoir un peu d'insight sur tout ça ? Déjà, les réseaux sociaux, ça fait quand même beaucoup. Ça, c'est sûr. Une fois que tu as été publié dans la LJA et que la semaine d'après, tu as ton post sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Le LinkedIn, c'est le mythique des avocats. Hein. Donc, c'est indispensable d'être sur LinkedIn. Ça, c'est très clair. Une fois que tu as ton article dans la LJA, tu fais ton post LinkedIn, tu ne postes pas mon PDF LJA parce que ça a le don de m'énerver. C'est intéressant, ouais. C'est que ça arrive. Ça arrive tout le temps. Oui, mais la LJA, c'est sur abonnement. On vit sur abonnement, en fait. Donc, si les avocats publient notre lettre, en fait, ça s'appelle du vol, on ne vit plus. Non, mais surtout, c'est hyper intéressant dans le sens où les gens le font peut-être pas mais bêtement, sans mais même ils s'en rendent pas compte. Sans et en fait, derrière, ils cassent la relation, alors même que... Exactement. Ils cassent la relation. Et puis, donc ensuite, ils font leur post.
il y aura le post de la LJA, donc c'est aussi le moment de reliker ou de le retweeter, je sais pas comment on dit. Et derrière, oui, il y a les clients qui vont être touchés, qui vont voir, et puis c'est le bouche à oreille. Quand on démarre dans un cabinet, le plus important, c'est le bouche à oreille. Ouais, et le plus important, autre chose importante, c'est que ce n'est pas que l'ouverture du cabinet. Il faut exister sur la durée. Et donc, si on peut, on publie des deals. Ouais. Et encore une fois, on publie des deals, on publie les deals qu'on a fait en m'appelant, en envoyant un mail et en pensant à l'avant-première. Et le cabinet qui fait ça, il est sûr d'être publié, en fait. Puisqu'on va choisir ensemble la date de publication. En jouant la relation de confiance, il est à peu près sûr d'avoir de la communication et de la visibilité. Et c'est sur le long terme. Après, le cabinet qui s'ouvre, il doit écrire, il doit mettre en avant ses associés, il doit mettre en avant ses collaborateurs. Et c'est comme ça qu'il les fidélisera. L'associé qui va communiquer que sur lui, il ne pourra pas recruter derrière. Ouais, c'est pas bête. C'est un coup de marque employeur grâce à la presse. Exactement. C'est intéressant. Et du coup, pour résumer, être abonné à la LJA. Si je suis avocat, je veux commencer à publier. Être abonné à la LJA, prévoir le coût pour l'ouverture d'un cabinet ou, j'imagine, l'ouverture d'une nouvelle équipe ou d'un nouveau pôle dans le cabinet. Et derrière, travailler de manière dans la durée. C'est-à-dire, toi tu as une idée un petit peu de combien de fois, tu imagines au moins 2-3 publis par an, ça peut être pas mal pour... Ça peut être pas mal. Je pense que c'est utile de prévoir un budget pour se faire accompagner en matière de communication. Quand on est avocat, on a la tête dans le guidon et son métier, c'est pas la com. Donc trouver son bon positionnement marketing, c'est un métier. Et c'est pas le métier de l'avocat. L'avocat qui me dit je vais créer un cabinet en droit des affaires parce que je fais du conseil M&A, ok, super. Mais derrière, tu n'as pas ton marketing en fait là. Il va falloir que tu ailles tirer les éléments qui aujourd'hui sont audibles par des clients. Et c'est pas oui, je vais créer un réseau avec mes best friends à l'étranger. Non, ça c'est non. Une pote en droit de la famille, on va aussi créer un petit département. Ouais, exactement. C'est trouver son marketing, c'est un métier. Donc je trouve que c'est important quand on peut de se faire accompagner par une agence de communication pour, au début en tout cas. Au début, la première année, ça me semble essentiel pour pouvoir exister sur la durée. La première année d'un cabinet et la deuxième, ce sont des moments essentiels pour se faire connaître du marché, pour se faire connaître de sa clientèle et des avocats, des autres cabinets qui vont te sous-traiter forcément des dossiers si tu existes. Est-ce que tu remarques j'en parlais il n'y a pas longtemps avec justement avec des fondateurs de boutiques, dans le sens où spécialisés IP, spécialisés. Tu remarques aujourd'hui quand même qu'il y a toi qui du coup a un œil sur tous les deals et ce qui se passe en matière de création de cab, beaucoup plus de petits cabinets spécialisés qui justement marketent beaucoup mieux la chose et créent une espèce d'engouement de tous les confrères pour leur envoyer des dossiers. Je pense à Blanche, avocat, qui a créé un cabinet en IP-IT et on en discutait avec le fondateur et effectivement, beaucoup de monde les contacte pour travailler avec eux parce qu'eux, ils font que ça. Comme ça, il n'y a pas de concurrence avec les autres. Tu remarques un mouvement comme ça ou ça reste... En fait, c'est cyclique, ces mouvements de création de cabinet. C'est-à-dire que dès qu'il y a une crise, soit les collabs seniors voient qu'ils n'ont pas de perspective d'association dans le cabinet, soit se font virer, et donc ont tendance à créer leur propre boutique. Ce qui est bien, moi je suis très pour, c'est difficile, les débuts sont difficiles. Encore une fois, il faut trouver son marketing, il faut trouver son positionnement. Et puis très souvent, on l'a vu en restructuring par exemple,
Après la crise de 2009, il y a quand même beaucoup... j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabinets qui se sont créés et qui, 5 ans après, se sont fait racheter. Ils se sont fait racheter par des grosses structures. Une forme d'opportunité à... Tu lances ton truc, tu restes fort jusqu'à ce que ça se marche bien et après, il y a de fortes chances que... Exactement, parce qu'en fait, tu arrives à un moment de développement où tu peux pas faire plus en fait en boutique. Donc soit tu agrèges des compétences et là c'est difficile parce que t'es pas une grosse marque. Donc et puis si tu as une marque un peu unipersonnelle, c'est-à-dire autour d'un fondateur très visible, hyper compliqué d'agréger d'autres compétences parce que les autres associés ils ont pas envie d'être bouffés par la figure qui a son nom sur le cabinet et ils vont avoir du mal à se développer, à exister à côté de lui. Bien souvent, ce type de cabinet se fait racheter derrière par une grosse structure. Je donnais l'exemple du restructuring qui est un peu différent. C'est que la matière s'est complexifiée, est devenue beaucoup plus financière. En 2009, le restructuring, c'était d'abord la procédure collective. On a vu émerger tout ce qui est conciliation, mandat ad hoc et renégociation de dettes. Avec là encore différents besoins et notamment financiers avec l'importance d'associer en financement et donc là on pouvait plus être en modèle boutique en fait et donc ces cabinets se sont fait racheter par des gros cabinets ou pour créer une task force en restructuring renégo de dette. Et voilà, je pense que ça ne veut pas dire que ce soit la même chose dans tous les secteurs, mais par exemple en IP, puisque tu parlais de ça, et je ne vise pas du tout blanche, mais il va être intéressant de voir ce qui va se passer avec le développement de la JUB, la juridiction unifiée des brevets, puisque la JUB impose des délais de traitement des dossiers extrêmement rapides. Une petite boutique ne peut pas n'a pas l'effectif pour traiter ce genre de dossier, à mon sens. En même temps, il y a une demande qui est de plus en plus forte. Il y a une demande plus forte, mais les dossiers qui vont se développer devant la JUB vont être des gros dossiers qui impliquent d'avoir soit des réseaux extrêmement perfectionnés, soit une équipe interne extrêmement staffée. Et on voit aujourd'hui les cabinets qui recrutent à fond sur l'IP et qui créent des partenariats internationaux d'ailleurs, voire avec des CPI. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, il y a peut-être aussi des chances qu'ils se fassent racheter pour ceux qui galèrent à recruter dans le sens. Complètement. C'est peut-être pas le but, j'imagine, pour le moment, mais c'est intéressant. Et puis on voit du coup. Mais moi là, ce que ça me fait dire, c'est que dès que c'est compliqué et que les mecs ils créent des petites boutiques hyper spécialisées et que du coup ça marche, est-ce que finalement c'est quand même pas la recette aussi d'un cabinet sain aujourd'hui qui se lance pour exister sur leur marché. Enfin, moi je travaille avec Valentin et en fait Valentin c'est son cœur c'est son cœur enfin c'est ton travail de tous les jours d'expliquer aux gens mais en fait votre boutique là elle n'a aucun sens et il va falloir se repositionner et il leur explique pourquoi. Et en fait, l'idée, c'est, à fur et à mesure qu'il explique ses arguments, que ça devienne logique pour eux et que ce soit eux qui se disent « Ah bah oui, en fait, il faut que je me repositionne parce que ça ne viendra jamais de la part de quelqu'un d'autre. » Mais c'est normal, c'est pas le métier d'un avocat de comprendre le positionnement de son cabinet. Il faut qu'il se fasse aider et c'est normal. Enfin, lui, c'est un homme de dossier par principe. Heureusement que chacun peut apporter sa compétence dans ce métier, dans ce monde des affaires. Mais l'avocat doit accepter les conseils des autres. Ouais. Je retourne sur un peu comment travailler avec vous. Est-ce que tu as... Parce qu'on parlait un peu de comment il faut faire pour travailler avec vous, mais est-ce que tu as quand même des red flags, des choses où ok, là c'est mort, on ne travaille pas avec ce cabinet. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Comme ça, au moins, on les liste et ça n'arrivera plus pour ceux qui auront écouté et qui mettront en place des choses. Oui, alors en plus, moi, je suis très rancunière, donc ça, c'est mon principal défaut. Mais c'est pas facile d'être rancunière.
Oui, il y a des red flags. Il y a des red flags, et c'est pas que pour la LGA. Hein. J'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui sont exaspérés par les avocats qui réécrivent les citations. Alors moi, j'ai pas de problème avec la réécriture de la citation. Tu sais, quand on écrit un article et que l'avocat est cité, bien souvent, la pratique, c'est de faire valider la citation à l'avocat ou au directeur juridique pour s'assurer qu'il est OK avec le message qui est entre guillemets, quoi. C'est une validation, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de nous réécrire la phrase, parce que bien souvent, l'avocat qui voit une citation se sent obligé de la réécrire. Et ça... Honnêtement, pour un journaliste, c'est insupportable. C'est insupportable parce que, d'abord, chacun sa plume. La plume de l'avocat n'est pas forcément celle du journaliste. On n'a pas été formé de la même façon à écrire. J'ai fait des études de droit. Le principe, c'était on peut faire des phrases de 4 lignes, voire de 5 lignes. Dans un journal de presse, ça n'existe pas. Juste, ça n'existe pas. Et moi, je n'ai pas de problème à faire une phrase de 3 mots. Donc, on n'écrit pas de la même façon ses conclusions qu'on écrit un article. Et on n'écrit pas une citation dans un article de la même façon que dans sa plaidoirie. Donc, et en plus, les avocats ont l'habitude de rajouter des idées dans la citation. Alors, encore une fois... La citation dans un article de presse, ce n'est pas la citation que vous avez mise dans votre communiqué de presse. La citation intervient dans un article qui a été construit avec un plan, avec les idées qui se déroulent au fur et à mesure. Si tu me mets tout dans la citation du début, eh ben en fait mon article il est foutu. Donc ça, je trouve que l'accroche, c'est le plus important. L'accroche, c'est important. Et puis surtout, le journaliste, il a le droit de construire son article comme il veut en fait. Donc ne rajoute pas des idées dans la citation, quand elle dit une idée, ne va pas en rajouter d'autres, parce que sinon tu fous en l'air l'article du journaliste. Et ça, c'est exaspérant. Ouais, j'imagine. Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. Moi, je fonctionne beaucoup avec sur le système de la confiance. Je ne romps pas la confiance et je ne veux pas qu'on rompe ma confiance. Voilà. Quand j'ai plus... Quand je me méfie de quelqu'un, j'aurais tendance à moins le rappeler. Donc, voilà. Il faut être juste, il faut que les choses soient dites clairement. Ouais, j'aime pas qu'on me... Et je pense qu'il y a plein d'erreurs qui sont faites sans faire exprès. Mais sans doute. Encore une fois, tu vois le PDF de la LGA sur les réseaux sociaux, je suis sûre que c'est pas fait exprès. Sauf que... tout le temps, en plus, je le vois tout le temps. Mais oui, mais ça a le don de m'exaspérer parce que nous, on fait de la com à l'avocat, on se dit on va être sympa et on va essayer de les mettre en avant, sauf que derrière, ils nous volent notre travail. Donc, nous, on respecte le travail de l'avocat, on essaye de le mettre en avant, mais respecter le nôtre aussi. C'est clair. Intéressant. Et c'est intéressant ce que tu disais sur justement l'aspect accroche, la manière de présenter les choses. Enfin, en fait, on communique pas comme on bosse. Mais non. C'est un peu le problème je trouve, beaucoup d'avocats qui essayent de communiquer sur LinkedIn, qui nous sortent un arrêt imbuvable à lire. Et tout ce travail de langage clair et de fait de rendre les choses beaucoup plus fluides, en fait, c'est deux choses complètement différentes. Et il y en a qui le font très bien maintenant, mais il y en a d'autres qui n'ont toujours pas compris, quoi. Et, moi, je crois que j'ai jamais lu un post d'un mec qui nous sort son commentaire d'arrêt. Alors que j'ai fait du droit, j'ai fait ma licence de droit, donc je me serais dit, bon, j'aurais pu lire. C'est impossible. Je me dis, mais c'est imbuvable, je vais jamais lire ça. À moins que ce soit vraiment je suis dans une galère, je suis directeur juridique, je dois trouver mon info. Mais en fait, ça, je veux le retrouver je vais pas le trouver sur LinkedIn comme ça, de but en blanc. Personne va lire ça et j'imagine que c'est la même chose pour vous. Ouais, après, LinkedIn évolue aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois des pratiques qui sont faites. Tu ne lis plus LinkedIn comme ce que tu lisais il y a 4 ans, en fait. Donc, je pense que les méthodes vont évoluer, les avocats vont communiquer au fur et à mesure différemment. Mais
avoir un commentaire, alors pas d'arrêt, un commentaire d'une dizaine de lignes sur un arrêt, sur une loi, moi je trouve ça utile. Oui, bien sûr. Je trouve ça utile et je m'en sers d'ailleurs pour récupérer de l'info, pour avoir des repères sur qui est capable de parler de quoi. Ouais. LinkedIn, c'est un vrai outil de travail pour un journaliste. Les journalistes repèrent les personnes qui peuvent interviewer comme ça. Je pense que c'est aussi un outil de travail pour les clients. Alors, les clients ont moins le temps d'aller sur LinkedIn, quoique il y en a qui y passent beaucoup de temps quand même, c'est clair. clairement. Mais je pense que voilà, se démarquer sur certains commentaires, sur une façon de communiquer, c'est important. Trouver son positionnement sur LinkedIn, c'est important. Et là, ce n'est pas naturel aussi. Il faut se faire accompagner pour communiquer sur LinkedIn par un coach, voilà. Mais pas longtemps, hein. C'est pas, ça coûte pas des tonnes de se faire accompagner. C'est juste apprendre à communiquer sur LinkedIn. Je pense que ceux qui l'ont fait aujourd'hui, ils se démarquent. Ouais, c'est clair. Ah bah c'est clair. Et puis, typiquement, alors, je sais pas si c'est moi, je suis client des mêmes choses que pourrait être un client d'avocat d'affaires, mais moi, typiquement, j'invite des gens, souvent, je les découvre sur LinkedIn parce que j'ai vu qu'ils communiquaient bien. Pas forcément des gens qui ont une audience de fou, mais je vois déjà que c'est clair, c'est intéressant. Bon, bah, parlons-en, ça peut être intéressant. Et ça ouvre des opportunités, puis des opportunités business aussi. Donc, c'est clair. Je voulais parler un petit peu du coup, de ce qui se passe, tout ce qui est intelligence artificielle, le fait justement qu'il y ait énormément de gens qui communiquent beaucoup plus. Donc, on a une quantité d'informations qui est, je pense, exponentielle par rapport à ce qu'on avait il y a déjà 10 ans. Quelle est ta vision un peu de la presse, toi, aujourd'hui, en 2024 ? Est-ce que vous renouvelez vos méthodes ? Comment vous faites pour rester un peu toujours aussi important ? Et après, j'ai une autre question sur l'intelligence artificielle. Ouais, alors si on ne parle pas d'intelligence artificielle pour l'instant, je pense que les réseaux sociaux ont considérablement fait évoluer notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens lisent beaucoup sur les réseaux sociaux, quitte à ne même pas cliquer sur les articles derrière. Ça, c'est un fait. Donc, la presse a dû accepter de travailler avec ça. Et nous, quand on est arrivé à la LJA il y a 7 ans, l'équipe a été une des premières à se lancer sur les réseaux sociaux et à lancer tous ces articles sur les réseaux sociaux. Alors ça agace les gens parce que quand tu cliques, tu arrives sur un article qui est payant et qu'il faut que tu sois abonné. Enfin bon, faut bien qu'on vive. Hein. C'est clair. Voilà. Après, ça a conduit à une immédiateté de l'information. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Je vois chez certains journaux aujourd'hui qui se vendent toujours de faire de l'exclu, etc., que les informations sont pas toujours vérifiées. Ouais. Et ça m'est arrivé quand même plusieurs fois cette année de voir une info sortir sur LinkedIn qui était complètement fausse chez un de nos concurrents et on m'a reproché de ne pas la reprendre, mais moi j'avais vérifié l'info et en fait elle était complètement fausse. Mais c'est terrible. Plein de gens après derrière, ils ne voient pas que c'est la rectification. Exactement. Les gens ne voient pas la rectification et restent sur une information qui est fausse. Donc ça, c'est l'éthique du journaliste, en vrai. Il faut impérativement que les journalistes vérifient les informations. C'est le rôle du rédacteur en chef, du directeur de publication. Tout ça, c'est leur responsabilité. L'immédiateté de l'information ne justifie pas de publier une fausse information. Ça, c'est hyper important. Après, on peut faire des erreurs. Alors, tu vois, je vais te dire, le week-end dernier, vendredi dernier, on a publié un deal où un des associés, qui est associé depuis 2 ans d'un cabinet international, on a oublié de mettre le mot « associé » à côté de son nom. Bon, c'est pas très grave, quoi. Attends, hyper grave. On s'est fait insulter sur LinkedIn en message privé, qu'on n'était pas professionnel, etc. Bon,
Alors ça, je considère que c'est pas une erreur. Je veux dire, on a oublié de mettre associé à côté du nom du mec. Le mec est cité. Voilà. Bon. Maintenant, qu'on annonce un faux mouvement, ça, c'est une erreur. Un faux recrutement, ça, c'est une erreur. Et ça, on vérifie. Ça voilà. Mais bon, ça, moi, je l'ai vécu pareil avec le podcast d'Anomia où je l'ai pas du tout sur le cheat code. C'est marrant. J'ai l'impression que les gens lisent pas trop. Mais c'est très bien, continuons comme ça. Parce que moi, j'écris un peu vraiment ce que je veux, pareil. Et souvent, en plus, c'est assez. Enfin, j'invite des gens que j'ai envie de rencontrer. Donc, c'est souvent flatteur ce que j'écris. Mais c'est vrai que j'avais même. La virgule, c'était pas le même cabinet qu'en 2009. Mais c'est bon, on s'en fout, quoi. Et les gens, ils vont lire en diagonale. Mais ça, il y a que la personne qui relit tout exactement, je pense. C'est un milieu qui est extrêmement exigeant. Et ça, il faut le comprendre. Voilà, c'est ça. Il faut le comprendre. Et je suis très exigeante avec mes journalistes. Ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est normal. Et du coup, j'avais une autre question. Enfin, je voulais te demander ton point de vue. Moi, ce que je pense, c'est que ce que j'ai vu avec l'intelligence artificielle, c'est que les gens publient effectivement n'importe quoi à une manière. Maintenant, ça peut être automatisé. On peut envoyer 100 articles de blog dans l'heure sans problème. Est-ce que justement, ça vous a pas remis aussi sur une forme de... Enfin, moi, je trouve que du coup, ça permet à la presse de reprendre sa place qu'elle avait encore plus, je pense, entre l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire, maintenant, moi, j'ai du mal je prends toujours du recul sur ce que je lis maintenant. Parce que je sais que ça peut être écrit par un mec qui a copié-collé un article, mis sur ChatGPT, sans regarder ce qu'il a fait, il l'a republié. Et en fait, je lis le travail d'un robot qui restructure. Est-ce que tu remarques quand même qu'on revient vers vous Moi, je pense que oui. Alors, est-ce que la presse juridique ou la presse spécialisée est impactée par l'IA ? Je pense pas pour l'instant. Je pense que c'est plus la presse généraliste, notamment dans les périodes électorales où là, on va avoir un nombre de deepfakes juste hallucinant. Et donc, je pense que oui, ça va bénéficier à la presse généraliste. Sur la presse spécialisée, c'est possible. C'est possible. Moi, l'IA, je suis hyper en retard dessus. Honnêtement, je l'ai essayé il y a un mois sur les conseils d'un associé qui avait le double de mon âge et qui me disait « Mais comment ça, t'as jamais essayé l'IA ?» Ben non, je suis jamais allée sur ChatGPT. Donc, j'y suis allée. J'y suis allée parce que je devais faire un discours devant une assemblée sur... le nouveau positionnement du directeur juridique, la mue du directeur juridique. Et je me disais, je ne sais pas tellement par quoi commencer. Je vais demander à ChatGPT. Alors ChatGPT, voilà, bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer la mue de la direction juridique depuis une dizaine d'années ? Et là, c'était intéressant, mais c'était pas du tout ce que j'avais demandé comme question. J'ai eu les nouvelles missions, le développement de la conformité, le développement du rôle de la direction juridique sur des sujets de sanctions internationales. En fait, c'était pas ce que je lui avais demandé. Moi, je lui demandais le positionnement au sein de l'entreprise. Et sur ces sujets-là, j'avais le positionnement américain du General Counsel aux États-Unis. Et j'avais pas le positionnement du directeur juridique en France. Donc, sans surprise, en fait, ChatGPT est américain. Hein. Donc j'avais l'exemple américain. J'avais pas l'exemple français. Donc, bon, pour l'instant, super déceptif. Moi, je suis repartie sur mes anciennes notes et j'ai écrit mon discours moi-même. Et voilà. Donc, pour l'instant, je suis un peu dubitative sur ce que peut m'apporter ChatGPT pour les articles un peu prospectifs de la LGA. Je sais qu'il y a des agences qui utilisent ChatGPT pour rédiger des CP, des communiqués de presse, notamment sur les deals. Pourquoi pas ?
Si ça peut leur faire gagner un... finalement, c'est des noms, un deal. Pour quelques lignes sur un deal, peut-être que c'est utile. Je ne sais pas, à vérifier. Tu vois, de toute façon, l'information, elle doit toujours être réécrite. Mais clairement, pour un cabinet, l'ouverture d'un cabinet d'avocats, le mouvement d'un cabinet d'avocats, c'est une bêtise. Ouais. Je m'explique. L'ouverture d'un cabinet, on en a déjà parlé. Un associé qui a 20 ans de bar et qui a déjà bougé 2 fois, il peut se dire, je vais écrire, ma bio, elle est déjà connue sur l'internet, donc je vais utiliser ChatGPT pour écrire mon communiqué de presse pour le mouvement vers ce nouveau cabinet. Alors non. Parce que ton positionnement marketing, depuis 5 ans, ou depuis ton dernier mouvement, il a forcément changé. Parce que le marché a changé, que les attentes de tes clients aujourd'hui, elles sont plus les mêmes qu'il y a 5 ans. Et donc, ChatGPT va pas t'aider là-dessus, va pas t'aider sur ton marketing du moment. Et il est essentiel dans ton mouvement. Donc, là encore, le rôle de l'agence... va te permettre de savoir sur quels mots il faut appuyer, qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les clients, et donc voilà, c'est pas la machine qui va t'aider. Ouais, c'est intéressant, mais tu vois, je pensais pas que ce podcast allait se retourner sur finalement du positionnement, et ça revient toujours à ça, et c'est la base en fait de n'importe quel business, c'est vers où on va et la marche à suivre. Et c'est bien de se dire, enfin effectivement, aller mettre ça sur ChatGPT et attendre d'avoir quelque chose en phase avec quelque chose dont il n'a pas connaissance, c'est-à-dire vers où je vais moi, à moins de lui donner un maximum d'infos peut-être. Je pense que ça pourrait être utile sur effectivement la structuration. Tu donnes tu structures un peu un GPT et tu lui dis voilà, ça c'est les noms des personnes et ça c'est le nom du cab, c'est ce qui se passe, et en fait c'est toujours plus ou moins la même structure si effectivement il y a des trucs qui sont redondants, mais c'est vrai que c'est trop important pour beaucoup de monde, je pense, ce type d'article, pour que tu puisses l'industrialiser avec ce type d'outils. Non, et puis encore une fois, la LGA, c'est l'animation d'une communauté, en fait. Et donc, dans les articles, on se sert de ce qu'on a entendu au déjeuner avec un associé, la semaine dernière avec un autre. Donc, la construction de l'article, elle est faite par différents biais et différentes conversations. Ça se retrouve pas dans l'intelligence artificielle. Ce n'est que par l'échange qu'on a au quotidien avec nos interlocuteurs. Et puis la façon dont nous on l'a compris aussi, parce qu'il y a une part de subjectivité. Le journaliste a un rôle dans ce qu'il diffuse. C'est-à-dire que j'ai pas forcément compris la même chose, le même message d'un associé que peut-être mon concurrent l'aura compris. On va pas aborder le sujet de la même façon, mais dans tous les cas, le lecteur aura, et c'est très bien, deux analyses différentes. Trop bien. Donc si je conclus, s'abonner à la LGA, prendre contact avec toi avant de pouvoir publier quelque chose, essayer de te faciliter les choses en manière de communication, se faire accompagner si on n'est pas du tout bon, reprendre son positionnement marketing avant de mettre en place n'importe quelle action de com, mais ça c'est pour tout, création de site internet, machin, peu importe. Si le positionnement il n'est pas clair, vous revenez dans 2 mois, une fois après avoir travaillé votre positionnement. Et quelques red flags, c'est finalement du bon sens de ne pas reprendre le travail et garder une confiance, garder la confiance avec toi pour pouvoir travailler dans la durée et continuer à travailler avec la presse, parce que c'est sûr que ça rapporte de la clientèle. Si je mets le nom d'un mec et que je le vois sur un article de la LGA sur internet, c'est toujours rassurant, quoi. C'est qu'on est tombé sur quelque chose de sérieux. Et ça va te faire remonter, c'est-à-dire que les articles vont te faire remonter, nos articles vont te faire remonter dans Google aussi, dans les recherches Google. Tu mets des liens du site, par exemple, de l'avocat sur les... Ça dépend des posts, en fait. Ouais. Tu fais quand même payer ça ou des trucs comme ça? C'est des choses qui sont payantes, non? On n'a pas encore développé d'offres comme ça, mais par exemple, quand tu fais une interview vidéo, clairement, ça fait remonter le nom du cabinet. Et puis, et c'est toujours utile en plus pour les avocats de voir comment l'avocat s'exprime. Je pense que l'interview vidéo, c'est clairement c'est un mode de communication qui va se développer. Ouais, c'est clair. Bah regarde. Voilà. Non, mais c'est sûr. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Ondine, pour la suite? Qu'est-ce qu'on me souhaite? De continuer
de continuer comme ça avec une équipe que j'adore et qui s'entend bien, qui est bien, qui a une bonne réputation sur le milieu, dans le milieu, et qui de rencontrer plein de nouvelles personnes parce que j'adore ça. Eh ben allez-y, hein. Vous n'avez plus qu'à donc demander à quelqu'un ou alors demandez-moi le numéro et je vous l'enverrai sur LinkedIn. Et puis j'espère pas trop te faire harceler non plus. Et puis je te le souhaite et merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Intéressant. À bientôt.